Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour Denis Le Bihan. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être le premier invité de Trajectoire au rayon X. Vous êtes radiologue, physicien, membre de l'Académie des sciences, connu mondialement pour votre contribution au développement de l'IRM de diffusion au milieu des années 80. Vous avez participé lors de vos années de chercheur aux États-Unis à la mise au point des techniques fondatrices de la neuroimagerie d'aujourd'hui, tenseur des diffusions, IRM fonctionnel notamment. Vous êtes actuellement directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, au sein duquel vous avez fondé et dirigé Neurospin, un centre de recherche unique dédié à la neuroimagerie par résonance magnétique à très haut champ. Vous êtes le père du projet ISE d'IRM à 11,7 Tesla, dont Neurospin est, vous dites, l'écrin, et qui vous a demandé des années de développement. Vous travaillez aussi régulièrement au Japon depuis les années 90 et notamment à Kyoto. Vous avez reçu le prestigieux Honda Prize en 2012 et été distingué par le ministère des Affaires étrangères japonais pour votre rôle dans le rapprochement franco-japonais. Vous êtes également l'auteur de 2 livres où vous racontez de l'intérieur l'épopée de la neuroimagerie, Le cerveau de cristal et l'erreur d'Einstein, que nous recommandons chaleureusement à nos auditeurs. Nous avons hâte que vous nous racontiez ce parcours scientifique exceptionnel. Donc commençons par le début. Est-ce que le goût des sciences est quelque chose qui vous a été transmis ou au contraire qui s'est imposé à vous quand vous étiez enfant ? Alors c'est clair, ça s'est imposé à moi. Moi je viens d'un milieu ouvrier, donc pas du tout scientifique ni même médical. Je n'avais pas de garage comme les grands d'aujourd'hui qui ont commencé, il n'y avait pas de voiture, pas de garage. Voilà. Donc en fait j'ai commencé dans la cuisine de ma mère. Donc très très jeune, mes parents ont trouvé sans doute que j'étais assez curieux. Ils m'ont inscrit au Palais de la Découverte et donc j'allais régulièrement écouter des présentations, en particulier de chimie. Donc à l'âge de 8 ans, j'ai demandé à mes parents pour Noël une boîte de chimie 2000. Sur quoi mes parents ont dit non, pas du tout, bon très bien, et j'étais assez triste. Et finalement si, c'était bien prévu. Voilà, donc je me suis installé dans la cuisine de ma mère, à faire mes expériences. Bon, c'est sûr que la cuisine sentait pas forcément bon, mais voilà, j'étais accro, voilà. Et donc de 8-10 ans, la boîte de chimie 2000, je l'ai finie en 6 mois. Donc mes parents m'ont inscrit aussi à la bibliothèque municipale de Nanterre, où on habitait. Et là, ça a été un cadeau extraordinaire, parce que donc j'ai fait l'étagère entière des bouquins de chimie. Arrivé au bout, il n'y avait plus, et donc la bibliothécaire était assez surprise de voir un petit gamin comme ça. Donc elle m'a donné accès à la section adulte. Alors n'imaginez pas de mauvaises choses. C'est-à-dire des livres pour les ingénieurs, etc. C'est un peu plus précieux. Et j'ai commencé à aller dans les pharmacies du coin pour aller chercher des produits derrière. Parce qu'à l'époque, les pharmaciens faisaient encore des médicaments. Hein. Donc les pharmaciennes, elles étaient émerveillées, quoi. Donc j'ai encore une balance, des éprouvettes, on donne un tas de trucs. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis formé. Et en fait, très vite, j'ai en fait étagère après étagère. Voilà. Donc à côté de la chimie, il y avait l'électronique. Et donc on n'avait pas de télé parce que la télé était tombée en panne avant mes 8 ans là, et mes parents n'avaient pas les moyens de la faire réparer. Donc on n'avait pas de télé. Bon, c'est comme ça, hein, voilà. Donc j'ai de la chimie à la place. Mais donc j'ai avalé l'étagère électronique. Voilà, mais bon, j'avais 10, 11, 12 ans, vous voyez. Et c'est comme ça que j'ai construit mon poste de radio moi-même. Et j'écoutais le soir, après fallait dormir de bonne heure, mais donc j'écoutais en cachette avec mon propre poste de radio, et je réparais les postes de télé des copains. Voilà. Et moi, j'en avais pas. Un garçon très spécial. Voilà, très spécial. Et l'autre chose qui a été un déclic, c'est mon grand-père était jardinier à Rueil-Malmaison, et il avait l'almanach Vermeaux. Et l'almanach Vermeaux, dedans, il y avait des proverbes. C'était des trucs de paysans, machin. Bref, bon, c'est pas là trop haut niveau, mais enfin, quand le soleil est rouge le soir au coucher, il va faire beau le lendemain. Alors moi, j'étais là, mais comment c'est possible, quoi? Et donc, j'ai fait toutes les étagères de météo de la bibliothèque. Alors là, j'étais passionné. Donc, je suis allé visiter les stations de météo,
du coin. Donc on allait en vacances dans le nord de la France. Je suis allé à Abbeville visiter la station météo. Et puis l'ingénieur qui était là, un gamin de 11 ans qui pose des tas de questions. Donc il m'a mis en relation avec quelqu'un qui s'appelle André Dumont, qui était à l'époque un ingénieur assez haut placé à la... Alors c'était pas Météo France, c'était la Météo Nationale, Office de Météo Nationale. Donc c'était à l'Avenue Rapp à Paris. Et là, c'est une relation qui a duré des années. Il m'a offert des tas de bouquins et tout. Et c'est comme ça que je me suis mis à la physique. Parce que la météo, c'est très compliqué en fait. Donc c'est bourré des maths, d'équations différentielles intégrales. Moi j'étais en 4e, donc j'ai tout appris tout seul, quoi. Donc faire les calculs, etc. Parce que sinon je comprenais rien. Donc tous les bouquins d'ingénieur. Et voilà. Donc je suis arrivé ensuite en seconde. J'avais déjà pas mal de choses, quoi. Voilà à peu près comment je me suis intéressé aux sciences. Donc c'est vraiment self-made. D'accord. C'est extraordinaire de voir à quel point vous aviez une appétence dès le départ. Ah oui, et c'est pas fini. Et vous avez fait dès le début de vos études supérieures le choix d'un cursus double, en fait, médecine et sciences physiques. Oui, comment ça s'est passé? Alors oui, ça a été un dilemme pour moi. C'est parce que donc dans ces années-là, je me suis intéressé aussi beaucoup à la théorie de la relativité d'Einstein et à la physique quantique. Donc arrivé en terminale, il fallait choisir. Donc soit j'allais faire des études de physique pour devenir physicien, théoricien, disons. Soit je restais sur ma vocation, que je vous ai pas donnée pour l'instant, de devenir médecin. Alors pourquoi cette vocation? Ça n'a rien à voir avec le reste. En fait, c'est pareil, là, ça c'est mes parents qui m'ont raconté. Moi, j'ai le souvenir du film, mais je n'ai pas le souvenir, voilà, de reste. Donc, quand on avait encore la télé qui marchait, donc je vais avoir 5 ans, il y a eu un film ou un documentaire de radiologie. Donc c'était des enfants à qui on faisait administré par le biberon un produit de contraste, barite, pour voir les tubes digestifs. Et ma mère m'a dit, mais à la fin, tu avais tout appris, l'œsophage, le enfin, tu savais tout ce qu'ils avaient dit, et tu avais l'air passionné, et je leur ai dit à ce moment-là, je veux être docteur. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu médecin, et même radiologue. Et forte impression sur vous, cette histoire de contraste. Voilà. Ah oui, donc je veux être médecin. Et c'est vrai qu'arrivé en seconde, première, terminale, j'étais tellement dans la physique que je dis, mais pourtant, si je veux être médecin, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et ça a été très dur. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert les travaux de Jouvet en France, sur le sommeil, etc. Et j'ai dit, oui, finalement, de comprendre le cerveau, c'est super passionnant. Donc, je vais faire médecine, je vais faire la recherche pour comprendre comment fonctionne le cerveau, et tant pis pour la physique. Alors je me suis quand même inscrit en grande école, aux classes préparatoires pour faire physique, je me suis inscrit en médecine, et puis dernière minute, j'ai abandonné la classe préparatoire et je suis allé en médecine. Voilà. Bon, et puis je vais pas paraître prétentieux, mais c'est vrai que sur le plan sciences en première année, je me suis quand même ennuyé, quoi. J'ai été reçu premier au concours de première année, mais en physique, chimie, tout ça, bon, j'avais 20, mais je m'ennuyais, quoi. Donc, vous avez besoin de pousser plus dans le sujet. Alors, à l'époque, il y avait, je ne sais pas s'il existe toujours, ce qu'ils appellait le parcours de biologie humaine. Donc, c'était pour les étudiants qui avaient un petit goût pour les sciences, on leur donnait des gâteaux en plus, quoi. Enfin, c'était un diplôme quand même, hein. Donc, il y avait neurophysiologie. Moi, il y a plein de disciplines. J'ai fait neurophysiologie pour comprendre vraiment le fonctionnement du cerveau et des gens vraiment très haut niveau. Modélisation mathématique en médecine et informatique. Donc, j'ai appris à programmer, à faire de l'informatique, etc. C'était des cours en plus? C'était des cours en plus. C'était un cursus en plus avec des examens et des diplômes. C'est en parallèle. Déjà c'était en parallèle. Médecine sciences peut-être aujourd'hui. Comment? Un peu comme médecine sciences. Peut-être, je sais pas. C'était vraiment réservé aux étudiants en médecine. Voilà, pour leur donner une culture scientifique plus solide que celle qu'on apprend en médecine. Bon. Et puis, bon, j'ai fait tout ça et ça suffisait toujours pas. Donc je me suis inscrit en physique pour faire un DEA en physique nucléaire et des particules élémentaires, donc à Orsay. Alors, la médecine, je l'ai faite à la Salpêtrière, donc maintenant c'est Paris, juste Marie Curie, Paris 6, et la physique, je l'ai faite ici à Orsay, voilà, et j'ai fait ma thèse à l'école polytechnique. Voilà, tout ça en même temps, ce qui fait que c'est pas vraiment en même temps, c'est ce qu'on appelle en time sharing, c'est-à-dire donc j'ai fait mon internat 6 mois, puis j'arrêtais pour faire vraiment de la physique pure, puis je repartais 6 mois. Donc mon internat a duré 8 ans, 4,
Et ma thèse de physique a duré aussi un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des cursus doubles, je crois qu'officiels, mais moi, ça n'existait pas à l'époque. Donc il a fallu que... J'ai eu la chance énorme de tomber sur des maîtres et professeurs, pas comment dire, des deux côtés, extrêmement compréhensifs, qui comprenaient très bien que... Voilà, qui se sont adaptés. Qui m'ont adapté mon agenda, etc., pour pouvoir faire les deux. Et j'en suis reconnaissant. Et vous avez choisi dès le début un peu cette orientation neuro. Qu'est-ce qu'il existait à cette période en sciences neuro? Alors, il y a les sciences neuro, et puis il y a ce que moi je voulais faire, c'est-à-dire, en gros, comprendre le cerveau en faisant des images du cerveau. Donc, vous voyez, dans mon inconscient, il y avait quand même l'aspect radiologie qui traînait quelque part. Donc, j'ai voulu être neurochirurgien. Je vais être neurochirurgien, je vous le dirai, je suis devenu neurochirurgien. Mais ce qui m'intéressait, donc, c'était de faire des images. Alors, à l'époque, je suis tombé, et là aussi, un peu par hasard, donc je suis allé faire un stage d'externat. Et j'ai inventé une méthode, déjà, donc pour faire de l'imagerie cérébrale à partir des signaux EEG. Donc c'était pas vraiment des images, mais voilà. Donc j'ai montré ça s'appelait scan EEG. Bon, voilà, c'était comme ça. Et là, je suis tombé, et c'est là où, pour les jeunes qui nous écoutent, où il faut savoir écouter la chance. Et voilà, il se trouve que j'ai été nommé interne. En plus, j'ai été nommé deuxième à l'internat, donc j'avais le choix à faire ce que je voulais. Et j'avais encore un semestre d'externat à faire, et j'ai oublié de venir au jour du choix. J'ai oublié. Voilà, j'ai zappé la date. Et donc, c'est un de mes copains qui a pris pour moi un stage. Et il a pris comme stage un stage de neurologie à la Salpêtrière chez le professeur Marie-Germaine Bousser. Voilà. J'y suis resté 2 semaines. Elle m'a dit... Vous, il faut que vous alliez ailleurs. Donc, elle m'a envoyé à la fois à Orsay, au CEA, chez professeur Sirota, où j'ai appris la TEP, et au 15-20, chez professeur Cabanis, où j'ai appris le scanner à rayons X. Donc, elle a vu que vous étiez un geek, en quelque sorte. Je sais pas ce qu'elle a vu, mais j'ai pas mis les pieds dans son service. D'accord. Voilà donc la chance, il faut savoir la saisir. Et on va en reparler après, mais tout est parti de là, quoi. Du fait que j'ai séché le choix des stages, quoi. De rencontre en rencontre, vous avez fini par... Ouais, c'est fou, hein. Parce que sinon, je ne ferais pas d'IRM aujourd'hui. On va vous expliquer comment c'est venu, mais probablement pas. Hein. Ouais. Et donc, c'était les débuts de l'IRM, en fait, Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... comment dire à l'époque, donc, le scanner à rayons X, qui a été inventé au début des années 70, faisait son entrée en France. C'était pas encore bien réparti, à tel point que, à l'internat, on nous disait surtout ne parlez pas de scanner dans vos questions, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, on posait une question, on avait 1 heure pour écrire des choses. Vous serez taxé de médecins de science-fiction et ce ne sera pas bon. Vous vous rendez compte? J'ai passé mon concours en 80. D'accord. Oui. Donc, en question d'anatomie, j'ai eu chiasma optique. Donc, on a 1 heure pour parler du chiasma optique, dont l'exploration. Moi, le cerveau, c'était mon truc. J'ai mis tout ce qu'on peut faire. Enfin, tout le cerveau y est passé. Et j'ai expliqué que c'était une des indications qui restait encore de l'encéphalographie gazeuse. Donc, le scanner n'était pas encore au point pour ça. Et après, je me suis dit, on m'a dit pas mettre scanner. Et coup de chance, dans le jury, il y avait le professeur Freddy de Sainte-Anne, de radiologie de Sainte-Anne. J'ai eu 19,5 sur 20. Et il m'a dit, je l'ai revu après, il m'a dit, mais c'était extraordinaire ce que vous aviez écrit. On vous a mis 19,5 parce qu'en fait, on voulait vous mettre 20, mais il fallait qu'on fasse un rapport. On s'est dit, bon, voilà. Donc, j'ai 19,5 sur chiasma optique, un peu en parlant du scanner. Voilà. Donc, il y avait le scanner, il y avait la TEP. Bon, la TEP, c'est des produits radioactifs, un cyclotron, machin. Puis surtout, les images n'étaient pas très précises. Donc mon objectif, c'était de trouver une méthode pour voir le cerveau. Voilà. Bon. Et là, encore coup de chance. Donc, j'étais chez Monsieur Cabanis, où j'ai appris le scanner. Et puis, chez le professeur Laval-Jantet, en radiologie. Donc, oui, j'ai oublié de dire. Donc, j'avais fait neurochirurgie. Donc, en fait, je suis rentré au Val-de-Grâce comme aspirant. Enfin, à l'époque, il y avait un service militaire. Hein. Donc, en plus, spécialiste scanner, neurochirurgien, il n'y en avait pas 50 000. Donc, j'ai été tout de suite propulsé au Val-de-Grâce. Donc, j'ai fait de la neurochirurgie, parce que c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai opéré le cerveau, le sciatique, tout ça, et puis après, la salpêtrière. Et je me rappellerai toujours d'un professeur Desgeorges,
à la fin de mon année, là, je lui dis, monsieur, il avait préparé tous mes comptes rendus opératoires, parce que c'est un CV, hein, les comptes rendus opératoires. Je dis, voilà, monsieur, en plus, il avait acheté un ordinateur, un petit Commodore, il l'a mis sur son bureau, et il m'a dit, oh, j'ai un ordinateur, je sais pas comment ça marche. Donc, je passais des heures à lui programmer des trucs. En fait, j'ai programmé, à l'époque, c'était en 82, le premier rapport entièrement automatisé, c'est-à-dire qu'en fait, à partir des observations de l'interne, du compte rendu opératoire, l'ordinateur produisait monsieur machin est rentré à telle date dans le service pour tel machin. Enfin, il n'y avait rien à faire, c'était signé par le chirurgien. Ça n'existe même pas encore vraiment. Ça n'existe pas encore vraiment. Donc, voilà. Puis à la fin, je dis, monsieur Desgenres, je ne sais pas comment vous le dire, mais je pense que je ne vais pas devenir neurochirurgien. Il m'a serré la main. Il m'a dit, je suis content que vous me disiez ça, ça aurait été du gâchis. Alors je lui ai dit, je perds si mal que ça. Il m'a dit, non, c'est que vous avez tellement mieux à faire, perdez pas votre temps. Bon, donc voilà. Alors là, c'est donc là où monsieur Cabanis, au 15-20, me dit un jour, il le sait, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je répète à ça chaque fois, il me dit, vous qui faisiez de la physique, est-ce que vous savez ce que c'est que l'ERMN ? Je dis, bah oui, RMN, oui, je sais ce que c'est, j'ai étudié ça en physique, voilà. Et alors, vous savez qu'on pourra faire des images avec le RMN ? Voilà. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est intéressant ce truc. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à apprendre les bases de l'IRM, voilà. Et il se trouve que à Buc, à côté d'ici, l'usine CGR, il y avait la Compagnie Générale de Radiologie, était en train de fabriquer les premiers scanners IRM français. Les premiers. Vous êtes vraiment arrivé au bon moment. Mais je vous dis, voilà, il faut savoir cueillir la chance, mais il y a quand même la chance. Donc, il se trouve l'équipe donc de monsieur Laval-Jantet et de Cabanis, où j'étais, externe et interne, ont été mandatés pour tester, pour évaluer l'apport de l'IRM. Et donc, naturellement, ils m'ont pris dans l'équipe. Donc, en fait, au lieu d'aller dans leur service de radiologie, j'y allais plus qu'à moitié du temps, et le reste du temps, j'étais à Buc. Voilà, chez CGR, à apprendre à programmer ces foutues machines IRM. Donc c'était de la R&D en fait qui se... C'était de la R&D, mais avec l'objectif d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour donc il n'y avait aucun service en France équipé en IRM, hein, c'était que dans l'usine. Donc il fallait faire venir les malades dans l'usine. Je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui ça paraîtrait impossible carrément. Il n'y a pas le CCPP et tout ça, c'est nettement plus facile. Voilà. Et puis donc moi je programmais, j'ai appris à me servir, à utiliser la machine comme quelqu'un de CGR. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné un bureau. Enfin, franchement, top quoi. Et un jour, il y a un radiologue qui s'appelle Philippe Grenier, que vous connaissez sans doute, qui vient me voir en disant voilà, dans le foie, lui c'est spécialiste du foie, donc on peut on ne sait pas faire la différence, même en scanner, enfin, c'est difficile, entre des tumeurs solides et des angiomes. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen, d'après vous, avec l'IRM, parce qu'il n'y avait pas d'agent de contraste à l'époque, hein, il n'y avait rien. Et moi, tout bêtement, je lui dis, j'ai une idée. Si on mesurait le mouvement brownien des molécules d'eau, je parie qu'elle serait beaucoup plus rapide dans les angiomes que dans les tumeurs solides. Donc il faut faire des images du mouvement brownien et donc de la diffusion. Voilà. Je m'y colle. Ça a pris 2 semaines. En 2 semaines... Là, rappelez-moi, vous étiez interne? J'étais interne, oui, j'étais interne. Donc c'était votre petit projet sur le côté? Voilà, c'était mon petit projet sur le côté. J'étais interne et j'étais étudiant, je faisais ma thèse à l'école polytechnique. En physique, les deux en même temps. Et vous avez réussi à concilier votre dans le coup, à l'école polytechnique, ils m'ont dit mais c'est génial votre truc. Donc en radio, ils m'ont dit mais c'est génial le truc. Donc d'un seul coup, tout s'est concentré sur ça, quoi. J'ai tout arrêté. J'ai travaillé là-dessus. Et donc en 2 semaines, il y avait des images de diffusion. Et là, patatras, on passe les premiers malades. Les images étaient horribles parce que le foie, il bouge, hein, il respire, etc. Donc les images étaient pas bonnes du tout. Et je me suis dit bon, pas grave, on va essayer la méthode sur le cerveau. Parce que c'est mon truc. L'organe parfait qui ne bouge pas. Voilà, il bouge pas. Donc en plus, on avait dans le groupe d'évaluation, il y avait l'hôpital Necker avec les professeurs de allemand et donc des enfants atteints de tumeurs, etc. Donc on a fait venir les enfants. Et là, les images, je les ai encore. D'ailleurs, je vous les montrerai peut-être plus tard. J'ai toujours. Mais on voyait des choses incroyables. On voyait l'écoulement du encéphalorachidien, on voyait les tumeurs noires ou blanches selon leur nature, etc. Mais tout de suite, j'ai dit, mais c'est un truc extraordinaire, c'est pas possible. Voilà. Ça a dû être une grosse émotion pour vous. C'était énorme. Et ça marche, ma méthode marchait. On voyait des choses qu'on ne voyait pas. On n'injectait rien et tout. Ces pauvres gamins, ils étaient là, tac. Ça a été un coup. Donc, le CGR m'a dit, on va breveter, hein.
Donc on a breveté, dans le premier brevet, j'en ai je sais pas combien ensuite, et puis on a publié. Donc en 1985, c'était donc la première image de diffusion montrée au monde au congrès de l'ISMRM, qui avait lieu à Toronto la semaine dernière. C'était à Londres à l'époque, et donc j'ai présenté ces images, enfin les images de diffusion, c'était celles de mon propre cerveau, parce qu'à l'époque, voilà. Voilà, donc en plus à l'hôpital, comment dire, où j'étais, donc c'était Saint-Louis. Ils n'ont pas voulu que j'aille au congrès, c'est incroyable. Ah bon? Les internes n'inventent rien. Je me rappellerai toujours de la phrase. Ça dérangeait un peu que si jeune vous ayez... Je pense que ça dérangeait pas, c'était pas prévu. Je dis voilà, j'ai inventé quelque chose, je vais présenter au congrès. Ah non, vous pouvez pas y aller, les internes sont pas là pour inventer. On me l'a dit, mais je me rappellerai toujours cette phrase, comment elle a résonné dans ma tête. Donc j'ai pris des vacances, quoi. Voilà. Et même Maurice Lavagente, enfin l'équipe, ils disaient mais c'est n'importe quoi ce truc. Mais c'était l'administration. Mais vous êtes pas arrêté à ça? Oh ben non, j'ai pris des vacances. Voilà. Donc j'ai présenté, en plus je parlais pas l'anglais. Moi j'ai appris allemand et russe à l'école. Je parlais pas un mot d'anglais. Donc il a fallu que je me mette très vite à l'anglais. En fait c'était votre premier congrès? Non, c'était mon Métoscan EG, j'avais déjà présenté à peu près 5-6 ans avant à un congrès international. D'accord, mais c'était vous tout Mais c'était en traduction simultanée. Vous voyez, je parlais en français, c'était traduit. Là, il n'y avait pas de traduction simultanée. Oui, donc il faut imaginer un interne qui ne parle pas anglais, non, voilà. qui va présenter ses premiers travaux et c'est je peux vous assurer, ça a été quelque chose. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu le congrès de l'ARS Sénat. Donc CGR m'a poussé, les radiologues collègues m'ont poussé. Donc j'ai présenté un exhibit, scientifique exhibit. J'ai une présentation aussi à nouveau en anglais. C'est un vendredi matin, je m'en rappelle. Et là, par contre, c'était pas mon propre cerveau, c'était les fameux enfants avec des tumeurs cérébrales. Donc j'ai eu magna cum laude, enfin les gens étaient époustouflés par ça, quoi. Voilà. Donc c'est né comme ça. Comment ça a été reçu Alors, les gens ont rien compris. En plus, moi j'ai glissé, c'est les équations d'Einstein, machin. Bon, mais ils voyaient quand même les résultats. Et les images. C'est ça, les images. Et donc, j'ai essayé d'expliquer les choses. J'ai écrit un petit bouquin à l'époque pour expliquer tout ça. Bon, très bien. Et puis, il se trouve que aux États-Unis, au NIH, au National Institutes of Health, ils m'ont invité à venir. J'avais pas encore ma thèse, j'avais pas fini mon internat. Ils vous ont repéré en fait. En fait, ils m'ont repéré via CGR. CGR était en train d'installer une machine aux États-Unis et on dit on a quelqu'un qui peut peut-être, voilà, et on dit on le prend en porte-clés, quoi. Pour pouvoir implémenter l'IA. Voilà. Donc, je me suis dépêché de finir ma thèse de physique à l'X, là. Je me suis dépêché de finir mon internat. Enfin, je me suis dépêché, voilà. Et puis, dès que ça a été fini, c'est en 87 que je suis parti. Donc, en fait, c'est eux qui sont venus vous C'est eux qui m'ont, oui. Donc, j'avais 30 ans. Voilà. Quand je suis parti aux États-Unis. Voilà. Et donc, pour moi, c'était un rêve, vous vous rendez compte. Déjà, quand je suis allé en 85 au congrès de la RSNA, j'ai vu l'ambiance, je dis, mais c'est là que je veux être, moi, c'est clair, c'est là que je veux être. Et 2 ans après, j'y étais, quoi, 87, et au NIH en plus, et là, ça a complètement explosé. Ouais. Et donc, vous étiez sur un poste de chercheur? Oui, c'est ça. Avec des physiciens du NIH? Alors, l'intérêt du NIH, et c'est ça qu'on n'a peut-être pas en France, l'NIH, c'est l'INSERM, mais avec un budget qui est, enfin, je sais pas combien de fois plus grand, mais voilà. Mais donc, ils ont créé un campus. Donc le NIH, un peu comme l'INSERM, il y a des instituts de neurosciences, des instituts de ci, de ça. Mais ils ont fait un campus, donc à Bethesda, où tous les instituts sont représentés. Donc, ils ont un bâtiment avec des chercheurs et des équipes. Donc vous pouvez, alors en théorie c'est cloisonné, voilà, mais en pratique vous pouvez travailler avec qui vous voulez. Donc moi j'étais dans le service de radiologie, voilà, donc j'avais surtout des radiologues avec moi, mais j'avais aussi, il y avait un autre service de biophysique avec des gens qui étaient plutôt physiciens côté IRM, donc j'ai aussi travaillé avec eux, voilà. Et là, il s'est passé aussi encore une fois le hasard des choses, qu'un an après mon arrivée, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle le docteur Turner, Robert Turner, qui lui était physicien et qui travaillait avec Peter Mansfield, qui a eu plus tard le prix Nobel pour l'IRM. Voilà. Et donc, lui, il connaissait en particulier tout ce qui était la méthode écoplanar. Et les gradients, etc. Et il se trouve qu'en même temps, au NIH, il y avait General Electric qui avait installé des machines et qui mettait des ingénieurs sur place, voilà, pour pouvoir travailler avec les gens du NIH. Donc tout ça, c'est un cocktail explosif, si on peut dire. Et donc le problème de l'IRM de diffusion, c'est que à l'époque, il fallait
avec la méthode que j'avais mise en place, il ne peut pas faire mieux, il fallait à peu près 10 minutes par valeur de B. En gros, on acquiert une image qui n'est pas sensible à la diffusion, une image qui est sensible à la diffusion, et en faisant un calcul entre les deux, on peut calculer la mobilité des molécules d'eau, la diffusion, point par point dans l'image. C'est ça l'idée. Il fallait 10 minutes pour chacune des deux valeurs. Et bon, le foie, ça marchait pas à cause du mouvement. Le cerveau, ça marchait à peu près, mais c'était pas très pratique. Entre parenthèses, pour ce que je vais oublier de le dire après, en 98, il y a une équipe japonaise qui a montré que l'IRM de diffusion permettait de séparer les angiomes du foie des tumeurs solides du foie. Donc j'avais raison de le faire, sauf que c'est pas moi qui l'ai montré et que ça a pris 20 ans, 15 ans, mais quand même. Voilà. Donc avec Turner, on a donc changé la phase des choses, on a mis l'IRM de diffusion accroché à l'EPI, ce qui fait que les images, on les obtenait en 1 minute. Et ça a tout changé. Ah bah oui, le seul coup, ça devenait clinique, ça devenait une possibilité clinique. Mais ça ne suffisait pas. Pour que ça devienne clinique, il faut que les cliniciens s'y intéressent. Et là, encore, alors c'est pas des coups de chance, c'est la recherche qui est comme ça. Il se trouve que quelqu'un d'autre, qui s'appelait Monsieur Mosley, à l'université San Francisco, l'université de Californie San Francisco, travaillait sur les chats pour étudier l'AVC. C'est un modèle de chat. Ce que j'ai oublié de dire, parce que c'est important, c'est que ma méthode de diffusion, dans mes bagages, quand je suis parti de France, l'IRM de diffusion, je l'avais généralisé avec ce qu'on appelle l'imagerie IVIM, c'est Intravoxel Incurrent Motion. Et là, c'était vraiment osé. Vraiment osé. C'est-à-dire que la diffusion, bon, les physiciens savent que c'est que la diffusion au moment brownien. Mais là, j'ai dit, voilà, si on prend les équations d'Einstein, on peut les utiliser pour le mouvement du sang dans les capillaires sanguins. Les capillaires, c'est des segments, on va considérer qu'ils sont organisés de façon aléatoire. Ça ressemble du mouvement brownien. Ce n'est pas du mouvement brownien, mais je prends les mêmes équations d'Einstein, copier-coller, et donc avec ça, je dois pouvoir mesurer la perfusion des tissus. Et donc l'IVIM, dès les années 80, vous aviez... C'était dès 85, 86, voilà, c'était dedans. Voilà, donc la diffusion avec la perfusion. D'ailleurs, à tel point que, on va en parler après, parce que ça donnait beaucoup de soucis à certaines personnes ne comprenaient pas. Donc Mosley voulait voir la circulation du sang, la microcirculation du sang dans ces modèles de chats. Donc il a utilisé ma méthode, IVIM, et puis ce qu'il a vu, c'est que c'est la diffusion de l'eau qui changeait. Personne au monde n'avait jamais vu ça avant. Donc la diffusion de l'eau diminuait chez les chats à qui on avait lié l'artère sylvienne, cérébrale moyenne, voilà. Et donc dans les minutes, voire même les secondes après qu'on ait lié cette artère, l'image de diffusion montrait une grosse tache blanche là où était l'AVC. Ce qui n'était pas possible avant. Moi, quand j'étais interne à la Salpêtrière, je ne vais pas être méchant, mais en gros, c'est que le malade arrivait, on avait 50% de chance de faire le bon diagnostic. C'est soit hémorragie cérébrale, soit AVC, en gros. Voilà. Alors, selon que le mal de tête est apparu progressivement ou d'un seul coup, que ci, que ça, on avait des critères. Mais bon, tant qu'on n'allait pas voir, on ne pouvait pas savoir. Alors, le scanner permettait de voir plus ou moins l'hémorragie, mais pas l'AVC. Il n'y a aucune méthode. Donc, d'un seul coup, l'IRM de diffusion montrait l'AVC. Et là, l'application star. Tout est parti de là. Donc, à Boston, parce que donc au NIH, on n'avait pas de patients aigus avec des AVC, il n'y avait pas ça. Donc à Boston, ou à Harvard, au MGH, ils ont tout de suite essayé et publié. Donc c'était Vara qui a publié ça en premier, je crois, en citant bien sûr. Donc pour la première fois, on voyait chez l'homme, donc dans les heures qui suivaient un infarctus, on pouvait faire un diagnostic. Et ça a permis non seulement de faire un diagnostic à la phase aiguë, mais ça a surtout permis le traitement. Parce que à l'époque, il y avait j'ai oublié le nom, une start-up aux États-Unis qui avait un thrombolytique pour l'infarctus myocardique. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on peut pas l'essayer pour le cerveau? Le problème, c'est que si on utilise un thrombolytique trop tard, ça fait des hémorragies et c'est vraiment pas bon pour le patient. Donc ça a changé non seulement le diagnostic. Voilà, c'est que le thrombolytique a pu être testé. Donc, à condition que le malade arrive, alors, les chats, c'était dans les minutes après, et les patients, malheureusement, faut qu'ils arrivent à l'hôpital. Donc, ils sont arrivés à l'hôpital, bon, mettons, 3-4 heures. Bon, c'était encore possible, c'était jouable. Et c'est là, donc, le destin des gens qui ont un AVC a basculé. Voilà. C'est ce jour-là où, dans ces publications-là, qu'on montrait qu'on pouvait faire un diagnostic précoce
et donner un traitement précoce. Voilà. Voilà. Et après, ça a été, on n'y est toujours pas, hein, éduquer le public aux signes de l'AVC, parce qu'il faut d'urgence aller, les stroke centers, ça n'existait pas. Hein. Donc tout ça, c'est à cause de mon boulot. Hein. Donc la séquence diffusion utilisant l'écoplanard a été mise sur les machines. Donc Gériatrique, qui a travaillé avec nous, a tout de suite mis l'écoplanard diffusion sur ses machines, donc ça a été les seuls et les premiers. Vous voyez, donc comment on travaille avec l'industrie. Ici, c'est pas tout à fait comme ça, quoi. Donc, avec le NIH, ça s'est très bien passé. Donc, ils ont été les premiers. Et les médecins, les radiologues, ont demandé aux industriels, nous, on veut la méthode de Le Bihan, d'imagerie de diffusion, machin, etc. On veut. Voilà. Donc, il y avait un marché, et voilà, c'est parti de là. Donc, les équipes médicales travaillaient de façon assez étroite, en fait, avec les industriels. Alors, les équipes de recherche, peut-être pas médicales, mais c'est la façon de travailler de Gériatrique, je pense, aux États-Unis, qui délègue beaucoup, pas délégué, mais qui dispatche beaucoup sa recherche. Ils ont leur propre labo de R&D, mais ils travaillent beaucoup dans des centres de recherche. Et donc, à l'époque, c'était au NIH, il y avait une bonne équipe avec Joe Meyer et certaines personnes, c'était top. Voilà. Donc, vous avez passé 7 ans au NIH. Donc, 7 ans. Alors, il s'est passé d'autres choses, je vais peut-être vous dire après. Mais bon, l'imagerie IVIM, pour revenir à ça, mes collègues du NIH, mes physiciens, étaient assez allergiques. Hein, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voler les équations d'Einstein pour expliquer la perfusion, ça peut pas marcher. Donc j'ai organisé 2 colloques au NIH, donc en 89. 2 ans après mon arrivée, il y avait déjà une telle demande que j'ai dû organiser un colloque sur les reins de diffusion, vous vous rendez compte? Et en 90, 92 peut-être. Et là, mes collègues, ils sont vraiment foutus de moi, ils avaient mis des t-shirts blancs. Diffusion, perfusion, confusion. Il faut quand même être bien accroché. Hein. Voilà. Et puis il y a des tas de gens dans les congrès, parce que au congrès de 85, j'étais le seul à parler à montrer mon truc, la diffusion. 86, j'avais 2 abstracts. 87, j'en avais 3. Aujourd'hui, là, au congrès de Toronto, sur 6000 abstracts, 5800, je parie qu'il y en a un tiers qui parle de diffusion, ou un quart. Voilà, donc c'est pour vous dire ce que c'est devenu, quoi. Et donc l'IVIM a eu beaucoup de mal à percer. Aujourd'hui, maintenant, c'est utilisé dans le monde entier. Oui, un textbook sur les règles de diffusion. Les Chinois l'utilisent beaucoup, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, là, il y a une explosion côté chinois. Et j'ai appris, donc là, dans l'éditorial de radiologie, du journal de radiologie de janvier, ils ont classé les articles les plus cités depuis 1923, depuis l'origine de la radiologie et du journal. Donc ils ont pris les 20 articles les plus cités. Mon article de 1986, il est 5e. Et mon article de 1988, qui explique l'IVIM et tous les modèles, il est 7e. Ça veut dire que sur les 8 articles les plus cités par radiologie depuis l'origine de la radiologie, il y en a 2 des miens. Des travaux d'internat. Ça donne des complexes pour les... Vous vous rendez compte, quand j'ai vu ça, je dis, mais... Et c'est pas tout, parce que derrière, il y en a 2 autres articles, dont je ne suis pas auteur, mais qui sont des dérivés des 2 miens. Donc sur les 12 premiers, j'en ai 4, quoi. Sur la diffusion. C'est vraiment des travaux, effectivement... Ah, ça a changé beaucoup de choses, hein. Oui. Voilà. On changé le destin de la neuroimagerie. Et donc, au milieu des années 90, après 7 ans donc aux États-Unis, vous rentrez en France. Oui. Et vous rejoignez le service hospitalier Frédéric Joliot du CEA ici à Orsay. Et vous devenez rapidement directeur de recherche. Alors, comment ça s'est passé, votre retour? Alors, bon, je sais pas quoi dire, mais en fait, donc, au NIH, j'avais un poste permanent. Hein, donc, il m'avait donné un poste permanent. J'étais programmé pour rester. Oui, c'est sûr. Quand j'ai dit que j'allais partir, c'est pas très bien passé, quoi. Donc, après 2 ans, ils sont venus dans mon bureau. Combien vous voulez pour qu'on vous garde? Ça s'est passé comme ça. Hein. Donc, moi, j'ai pas demandé grand-chose, visiblement. On m'a dit, donne. Et hop, ils m'ont gardé. Ça se passe comme ça. Quand vous voyez, c'est par rapport à la France, on n'est pas dans le même... C'est pas le même moule, quoi. Donc, donc je suis rentré. Je suis rentré pour des raisons personnelles, familiales, etc. Et c'est donc le professeur Sirota qui m'a fait rentrer dans le service où j'avais appris la TEP et tout ça 10 ans plus tôt, quoi. Donc je suis revenu là parce que c'était le seul endroit en France où il y avait un système IRM de recherche à 3 Tesla, qui était le champ le plus élevé à l'époque
en France. Voilà, donc je suis revenu là pour développer les travaux d'IRM fonctionnel. Donc bon, quand j'étais au NIH, oui, peut-être que je devais reprendre ça. Donc l'IRM de diffusion est devenu avec l'EPI clinique, avec l'AVC. Et puis il se trouve que j'ai rencontré, comme je l'ai dit, on rencontre des tas de gens. Donc Peter Basser, qui était un biophysicien, et un poster, par hasard, on présentait nos travaux au NIH. Donc moi, je faisais une conférence, parce que bon, l'IRM de diffusion était quand même ses lettres de noblesse, et lui, il travaillait sur des modèles de diffusion d'ions. Et il me dit, mais tu sais, quand la diffusion est anisotrope, c'est-à-dire qu'encore la direction influe sur la diffusion, ce que tu fais là, c'est pas très précis. Il faut utiliser un autre modèle qui est le tenseur. Ah oui, le tenseur. Voilà. Alors je lui dis, bah évidemment, je le sais, mais bon, il faut savoir le faire, quoi. Pour l'instant, on sait pas faire ça. Alors il me dit, mais peut-être que c'est possible. Il faut pas me prendre au mot, hein. D'accord, j'y réfléchis. Et avec lui, tous les deux, on a pondu l'IRM de tenseur diffusion. Voilà. Donc, qui permet aujourd'hui de faire des images, donc ces images extraordinaires, des couleurs, des fibres, du connectome cérébral. Donc parfois je disais, on a donné des couleurs à la matière blanche, mais en gros c'est ça, quoi. Ça fait toute la tractographie, etc. Donc on a breveté ça au NIH. Bon, ça a été un truc énorme, ça, énorme. Voilà, donc le tenseur diffus, on a eu un prix d'ailleurs pour ça l'année dernière, il y a 2 ans en Allemagne avec Peter Basser. Ça a été quelque chose d'important. Et puis il y a l'IRM fonctionnel qui est apparu en même temps avec Seiji Ogawa. Donc au NIH, on a été un petit peu en retard, mais on l'a fait aussi. Et donc j'étais dans l'équipe qui a développé l'IRM fonctionnel. On a été les premiers aussi au monde à montrer l'intérêt clinique de l'IRM fonctionnel. Voilà, et je suis parti alors que c'était en train d'exploser, tout ça. Mais enfin, j'appelle ça l'âge d'or, quoi. C'est là où l'IRM de diffusion, l'IRM fonctionnel se sont donc vraiment développés, le DTI, les tenseurs diffusion. Ils sont aujourd'hui vraiment les piliers. Voilà, c'est ça. Donc 80, voilà, fin 80, donc 85 à 95, c'est vraiment pour moi l'âge d'or de l'IRM, c'était ça, quoi. Voilà. Donc je suis revenu en France. Bon, le problème, c'était bien de me donner un 3 Tesla au SHFJ, là, à Orsay, mais j'ai quand même un peu isolé. Hein. C'est le seul aimant en France comme ça. Bon, j'avais une petite équipe, on a fait des choses très sympas. Très bien, je garde un bon souvenir. On a travaillé avec des gens bien, d'ailleurs avec certains avec qui je travaille toujours. Mais c'était pas la même ambiance quand même. Voilà. Et puis un jour fatal, en 2000 quelque chose, comme toujours, on me disait, voilà, quand il y avait une visite VIP, il faut, tu vends ta sauce, soit tu présentes. Alors, bon, j'étais à côté de mon 3 Tesla, il devait être 8h du matin, ça devait être un ministre, je ne me rappelle plus. Et puis, j'étais supposé dire que j'étais content, que c'était bien et tout ça. Il me dit, voilà, vous êtes content, un 3 Tesla? Je dis, ouais, c'est bien. Franchement, on est au CEA quand même. CEA, on a des physiciens, des particules, c'est mon domaine aussi. Ils font les aimants pour le CERN. Hein, là, ils sont en train, pour les lâcher, de faire 400 aimants avec des champs très élevés. Pourquoi est-ce qu'au CEA, on ne peut pas faire un aimant de 11,7 Tesla? J'ai sorti le chiffre, tac, comme ça, pour l'homme. Alors j'ai vu les gens de SHFJ du CEA qui vont regarder là, mais il a bu, il a fumé de la moquette, enfin, il n'a pas l'air... Et osé demander l'impossible. Et puis 15 jours après, elle m'a dit, mais c'est super comme idée, on y va. Et tout le monde a adhéré à ce projet? Ouais. Dès le départ. Non, mais c'est fou, quoi. Ouais. Après, donc, je vais vous expliquer comment le projet a gonflé et maturé, etc. Mais c'est parti c'était pas une boutade, hein, c'était sincère de ma part. Alors pourquoi 11,7? Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Alors, c'est un peu technique, mais je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. C'est d'abord que il commence à exister des aimants à 11,7 Tesla de petit diamètre pour l'animal. Et moi, j'avais accès à ça, pas en France à nouveau, hein, mais voilà. Et j'ai vu que, franchement, on voyait des choses qu'on voyait pas autrement. Donc, je me dis, parce que plus on monte en champ magnétique, plus les détails de l'image s'améliorent. Voilà. Donc, je savais que c'était ça. La deuxième raison, fallait être physicien pour la connaître. D'ailleurs, souvent après on m'a posé la question, mais voilà, c'est qu'en fait les aimants de l'époque étaient faits, et d'ailleurs les aimants d'aujourd'hui pour la plupart, avec du nobium titane, c'est-à-dire que les aimants sont supraconducteurs. Moi, quand j'ai commencé chez CGR, c'est important, les aimants qu'on avait, c'était alors le tout premier 0,15 Tesla, 0,35 Tesla, oui, c'était du bas champ. Hein. On y revient aujourd'hui. Hein.
On y revient, ça revient à la mode. Donc ces aimants-là, c'était des aimants résistifs, c'est-à-dire donc on envoyait un courant dans une bobine et ça faisait du... Voilà. Donc après les aimants sont devenus, pour monter en champ, donc 0,5, puis surtout 1,5 Tesla, puis 3 Tesla, etc. Donc les aimants sont supraconducteurs, c'est-à-dire donc pour faire circuler un courant très intense, c'est le seul moyen d'obtenir le champ magnétique élevé, on utilise donc un matériel supraconducteur, c'est-à-dire que s'il est refroidi à une certaine température, il conduit l'électricité sans résistance. C'est ça le principe de la supraconductivité. Et donc le matériel qui est utilisé, c'est un alliage de nobium-titane. Donc on le refroidit à 4,2 degrés Kelvin, à moins 269 degrés, et donc il faut le mettre dans l'hélium liquide. Voilà. Une fois qu'il est dans l'hélium liquide, on met les deux extrémités bout à bout, et le courant circule, on n'a plus besoin de le brancher. Voilà. Donc le matériel nobium-titane ne peut fonctionner que jusqu'à 12 Tesla. Après, il ne marche plus. Donc, voilà, j'ai dit c'est le plus haut qu'on peut faire. Autant aller tout de suite au plus haut, 11,7. Voilà. Et donc, petit à petit, on dit mais c'est une super idée. Alors en plus, à l'époque, il y avait la division des sciences, ça s'appelait comment, du vivant, dont je faisais partie, hein, donc la biologie, tout ça, et la division des sciences de la matière. Donc, il y a un parti, le DAPNIA, le département d'astrophysique et des particules, qui faisait les machines pour détecter les particules. C'était mon truc, moi aussi, ça. Et moi, j'étais tiraillé entre les deux. Et donc, je dis, c'est peut-être un moyen qu'on travaille ensemble, quoi. Hein, bon. Alors, je suis allé voir mes collègues en face, là, qui sont de l'autre côté, des barrières, là. Faites des aimants, là. Vous pouvez me faire une petite tranche pour moi, pour mon truc. Alors, voilà. Puis après, ils ont vu que pour travailler sur le cerveau et tout ça. Alors, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que les aimants qu'ils ont fait. Hein. Ça avait l'air de rien comme ça. Donc il y a eu un COMOS, qu'on appelle chez nous un comité d'orientation stratégique. On m'a fait bosser, plancher sur mon projet, etc. Et tout de suite, ça a été, c'est génial, on y va. Voilà. Donc le CEA a demandé une étude de faisabilité technique à des industriels, dont GE, Siemens, tous quoi, et au DAPNIA. Voilà. Alors les industriels disent non, on ne devait pas faire ça, non, c'est trop risqué, machin, etc. Et le DAPNIA, donc j'ai le bouquin, là, il y a un pavé comme ça, d'études techniques, on peut le faire. On peut le faire. Techniquement, c'est faisable. Voilà. Donc, feu vert, go, on y va. Mais alors, vous avez plus ou moins dû réinventer tout le scanner IRM, parce que plus rien ne marchait comme à 3 Tesla. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, non, pas tout à fait. Alors déjà, avant, quand même, on s'est dit, cet aimant-là, où est-ce qu'on va le mettre? Il n'y avait plus de place à Orsay. Hein. Il n'y a plus de place. Donc, au SHFJ, donc il fallait trouver un autre endroit. Donc, le CEA m'a trouvé cet endroit ici, là où on est en ce moment. Donc, et on s'est dit, on va créer un institut de recherche autour, lié donc à l'IRM à très haut champ. Alors à l'époque c'était ultra haut champ, c'est toujours ultra haut champ parce qu'il n'y a rien d'autre. Et donc on a conçu Neurospin, donc neuro, cerveau, spin, physique. Voilà, autour de ce projet d'IRM. Autour du 11.7, mais en mettant avec 3 Tesla, un 7 Tesla. Petit à petit ça se démocratisait. Et pour la souris, un 17 Tesla. Donc des équipes de méthodologie, des équipes de neurosciences, des équipes cliniques, des équipes d'informatique et de traitement d'image. Voilà, donc j'ai créé donc Neurospin. C'est-à-dire Neurospin, c'est l'écran, certes, mais c'est aussi des équipes de très haut niveau. Donc il y a l'INORIA, l'INSERM, le CNRS, ici avec le CEA. Voilà, donc dans ce bâtiment-là, il y a jusqu'à 200 personnes. Donc c'est un institut en soi, centré sur l'IRM à très haut champ, mais qui regarde tout. Voilà, donc le centre, donc j'ai travaillé avec l'architecte Vasconi, donc ça m'a permis aussi de voir comment... C'est intéressant, c'est un type génial. Hein. Et surtout, ce qui a été génial, c'est qu'il était aussi ingénieur. Et donc, en général, les aimants, dans les services hospitaliers, dans les labos, vous avez une pièce, un parallélépipède, et vous avez l'aimant dedans. Lui, il a dit, est-ce que ça vous ennuierait si je faisais des pièces cylindriques pour mettre vos aimants? Fallait y penser. Hein. Mais sur le plan magnétisme, c'est parfait. Parce que le champ magnétique, l'aimant est lui-même cylindrique, donc ça fait des lignes de champ qui sont beaucoup plus homogènes. Donc en fait, c'était génial. Et en plus, sur le plan esthétique, c'est d'une beauté. Voilà. Bon, il est décédé malheureusement en 2009. Voilà. Alors, on a ouvert en 2006, si j'ai bonne mémoire, ou 2007, je sais plus, je crois peut-être 2007. Voilà. Et notre aimant, donc, effectivement, a pris plus de 20 ans pour être construit. Il a été construit à Belfort, donc là, à côté des TGV. Comme en plus j'adore les trains, c'est une de mes passions, j'ai pu aller aux commandes d'un TGV.
faut tout faire. Hein. Vous avez réalisé beaucoup de rêves. Ouais. Donc on a fait ça. Donc ils ont, avec les équipes d'Alstom, mais super, vraiment, ils sont dévoués. Ils ont dû fabriquer des instruments spéciaux pour eux, parce que la précision des fils, elle est sur 5 mètres de long, elle est de l'épaisseur de quelque chose. Je sais pas si vous voyez la précision qu'il faut faire pour. Bref, c'est un aimant donc dans le design est différent des aimants médicaux. Les aimants médicaux, c'est même si c'est supraconducteur, c'est un solénoïde, quoi. Voilà, c'est comme au lycée, on prenait un clou, on enroulait un fil autour. C'est un peu ça. Mais là, cet aimant-là, donc, il est conçu selon le design du CERN, des accélérateurs de particules. Donc, ce sont ce qu'on appelle, des Bretons, double galette. Voilà, c'est des aimants double galette, donc qui permettent d'obtenir ce qu'on veut en termes de champ magnétique, mais en faisant des économies de fil. Parce que ça coûte quand même cher, ce fil. Il faut dire que le fil, le matériel du titane vient du Japon. Il a été ensuite fabriqué, moulé par Luvata aux États-Unis, puis expédié en France. Bon, bref. Et il y en a à 182 km. Vraiment, cet aimant-là, tout est hors norme. Et il a été donc livré. Alors, on ne pouvait pas le livrer par la route parce qu'il n'aurait pas passé sous les ponts. En plus, on était inquiet avec les vibrations de Belfort jusqu'ici. Donc, il est passé. On l'a mise. Alstom a une route quasiment dédiée. C'est pas vraiment ça, mais enfin jusqu'à Strasbourg, parce qu'ils font des espèces de trucs énormes pour les comment dire, les power plants, pour faire l'électricité là. Les centrales nucléaires. C'est ça, voilà. Donc ils font des turbines, des trucs comme ça, et donc ils sont allés. On va jusqu'à Strasbourg sur un énorme camion à 150 roues avec une cabine qui tire, une cabine qui pousse. Après, ça a été mis sur une péniche, c'est passé sur le Rhin, la mer du Nord, c'est revenu par la Seine, passé sous les ponts de Paris. C'est arrivé là, et donc il a fallu soulever la caténaire du RER pour pouvoir passer le camion en dessous. Alors ça aurait dû attendre 3h du matin, 4h du matin, etc. Et puis l'aimant est arrivé là, voilà, a été livré. Et là, il a fallu l'installer dans l'arche, ça a pris un mois. Voilà, donc l'aimant était là. Et effectivement, après, il faut le transformer en scanner IRM. Ça ne suffit pas d'avoir un aimant. Donc, côté des bobines radiofréquences, des antennes qui servent à échanger les ondes entre la tête, finalement, et la machine, c'est effectivement nos chercheurs de Neurospin. On a, en collaboration avec les physiciens, donc encore une fois, c'est vraiment une bonne collaboration. On a nos propres antennes. On a inventé des méthodes pour faire les images. Bon, l'IRM, ce sont des ondes radio. Hein, c'est les ondes radio, des fréquences radio. Hein, voilà. Donc, 64 MHz, 300 MHz, 125 MHz, ces ondes-là. Mais ces ondes chauffent. Et chauffent avec le carré de la fréquence. Donc, plus on va monter en champ, plus la fréquence augmente, et plus on risque de chauffer le cerveau en dessous. Donc, on ne veut quand même pas faire cuire les cerveaux. Hein. Bon. Donc, vous avez dû contourner ce problème. Donc, il faut contourner le problème. Et il existait déjà avant, donc pendant la construction des aimants Neurospin, sont apparues ce qu'on appelle les techniques d'imagerie parallèle, les antennes qui sont faites pour ça. C'est-à-dire qu'à 500 MHz, qui est la fréquence de cet aimant-là, ça risque de chauffer. Donc, au lieu d'envoyer ça sur une onde, en une seule fois sur une antenne, on divise sur une série d'antennes et on peut donc contrôler la puissance qu'on émet et obtenir des images sans chauffer au-delà de ce qui est possible. Et puis, les techniques d'intelligence artificielle ont permis de faire qu'à partir des images, on s'est éloigné du principe que tout le monde utilise pour faire des images, pour acquérir moins de signaux, donc ce qui prend moins de temps, pour avoir des images qui sont quand même, au niveau du bruit, les mêmes, quasiment. Voilà. Ça encore, c'est lié à l'astrophysique. Pour moi, je suis dans le bain médecine, biologie et physique depuis que je suis gamin, mais j'ai pas changé, quoi. Donc, au début de ce projet, en fait, la technologie pour aller au bout n'existait pas. Elle n'existait pas, non, elle n'existait pas encore. Et on vous a laissé le faire. Ah, mais j'avais dit qu'on allait développer ces technologies. Hein, C'était prévu. Ah oui, il fallait les développer aussi, donc il a fallu trouver les financements et tout. Et alors, vous racontez dans vos livres que vos amis américains, ils rigolaient bien. Ah, et au début, ils n'y croyaient pas. Français, alors, ils financent ça. Le fameux directeur du NIH, donc j'avais quitté en 94, donc j'avais 37 ans quand je suis rentré en France. Donc je l'ai revu après que j'ai lancé le projet. Il a dit, finalement, on ne regrette pas que vous soyez parti parce que vous auriez vraiment coûté trop cher. Comment vous avez réussi à convaincre en France Alors, le CEA est très très bon, voilà. Et puis donc il y avait le professeur Sirota qui était derrière tout ça.
Et donc on a répondu à un appel d'offres franco-allemand en 2004 pour donc ils cherchaient des gros projets à cheval sur la France et l'Allemagne à développer. Alors il y a eu quelques-uns et il y en a 2 qui ont gagné, et dont le nôtre. Alors en fait ce projet-là, Iseult, quand j'ai appelé ça Iseult, alors pourquoi Iseult? Pas les gens, pourquoi Neurospin, pourquoi Iseult? Alors Iseult, c'est parce que du franco-allemand, je suis pianiste aussi, c'est la musique, c'est romantique, voilà, Iseult. C'est vous qui avez choisi. Oui. Donc, pourquoi Iseult? Alors, les Allemands disaient, oui, mais vous comprenez, c'est tragique, à la fin, Iseult, elle meurt, voilà. Donc, je dis, il faut appeler ça. Alors, ils ont trouvé un acronyme, et c'est Inumac. Je dis, mais Inumac, ça fait inhumain, c'est pas bien. Voilà, donc, en fait, c'est un projet majeur, un projet donc, qui à moitié industriel, industriel et académique, mais dont le but est de développer l'imagerie moléculaire à très haut champ. C'est-à-dire, donc, côté français, c'était piloté par Gerbet. Alors, c'est le CEA qui est leader de tout, mais côté français, c'était Gerbet, et côté allemand, Siemens. Mais il y a aussi Brucker, on a fait travailler ensemble des industriels, et l'Université de Fribourg. Côté français, donc avec le CEA, il y avait Gerbet, qui fabrique des agents de contraste, avec qui je travaillais aussi. Moi, voilà. Donc, c'est marrant, parce qu'il y a rien de diffusion, c'est surtout pas de produits de contraste. Et Gerbet m'avait demandé de travailler avec eux sur les produits de contraste. Bon, bref. Vous n'êtes pas sectaire. Voilà, bon. Donc on a demandé donc, de l'argent pour développer des agents de contraste dédiés au très haut champ magnétique. Donc il fallait développer l'agent de contraste et fabriquer un scanner avec. Voilà. Et on a eu 215 millions d'euros. On a mis ensemble donc ces industriels, Gerbet en France, comme pilote industriel, on a obtenu 215 millions d'euros. Bien sûr, l'aimant, c'est pas ça, c'est beaucoup moins. Enfin, je peux le dire, c'est 75 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup pour un aimant. Voilà. Mais c'est toute la R&D et tout le reste, quoi. Voilà l'histoire. Et il se trouve que Gerbet a donc développé un Neurospin, avant qu'on entre dans cette Tesla, un nouvel agent de contraste qu'ils ont mis sur le marché l'année dernière, je crois, grâce à Iseult. Donc, Iseult a déjà été a montré son intérêt avec le développement d'un agent de contraste pour les hauts champs développé par Gerbet. Donc déjà il y a une retombée. Alors que nous, on n'a pas commencé. Voilà l'histoire d'Iseult. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans votre livre. Vous racontez un petit peu l'alignement des planètes qui est parfois nécessaire au grand bond dans la recherche scientifique. Oui. Par exemple, vous donnez l'exemple de l'IRM fonctionnel, où il a fallu qu'on défriche un petit peu le couplage neurovasculaire avec les premières images fonctionnelles en TEP, que d'autre part, votre ami le professeur Ogawa observe les variations de signal dans le cerveau des rats en fonction du taux d'oxygène, et que en plus, il existe des techniques qui permettent d'imager tout ça en temps réel dans l'IRM, donc l'écoplanar en l'occurrence, pour finalement que la technologie soit mature et que l'IRMF sorte. Est-ce que vous pensez que, notamment avec ces instruments à très haut champ, il va bientôt se produire un alignement de planètes scientifiques pour faire une prochaine percée Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Les planètes, elles n'ont pas besoin de nous pour tourner. Mais vous allez voir que c'est quand même lié aux planètes, ce que je vais vous dire. Mais déjà, oui, vous avez tout à fait raison. C'est que donc la TEP, donc quand j'étais à Orsay, donc c'était qu'on injectait de l'oxygène radioactif pour voir l'activité du cerveau. Bon, c'est tout ce qu'on avait, donc c'était bien, mais c'était grossier. Mais quand même, on a appris des choses. Voilà, donc ça reposait sur le fait que quand on active notre cervelle, localement, il y a une augmentation des débits sanguins. Bien. Donc ensuite, il s'est trouvé que Ogawa, un peu par hasard, donc c'est un japonais qui était aux États-Unis à l'époque, s'est aperçu que chez des rats, en fonction de l'état d'oxygénation de l'air qu'ils avaient, on voyait ou pas les vaisseaux sanguins. Voilà, on s'est dit donc l'IRM permet de voir ça. Et avec Turner, nous on avait l'écoplanar, on avait notre technique, on a essayé la méthode de Gawa. On a été les premiers à montrer qu'effectivement, si on mettait des chats dans l'aimant, on mettait l'oxygène dans l'enlevé, on voyait... voilà. Et donc, on n'a pas pu faire les images chez l'homme en premier, ça a été fait à nouveau au MGH. Voilà. Et donc, l'IRM fonctionnel est né comme ça, et c'est le couplage neurovasculaire. Le problème du couplage neurovasculaire, c'est que
D'abord, on n'a toujours pas compris tous les détails de façon, même si ça a été postulé en 1890, on ne sait toujours pas tout. On sait qu'il y a l'astrocyte, blablabla. Mais donc, on sait aussi que si le couplage neurovasculaire est modifié pour une raison quelconque, chez des patients, ou si vous prenez certains médicaments, les antihistaminiques, par exemple, pour l'allergie, ça suffit, ou la caféine, etc. Donc, il y a des problèmes. Ça marche très bien, il y a des problèmes. Donc, moi, je me suis dit, est-ce que sachant, alors là c'est mon étiquette neuroscientifique, je sais quand les neurones s'activent, peut-être qu'ils consomment un peu plus d'oxygène et de sang, mais surtout ils gonflent. Voilà. Donc les neurones se modifient en structure, et il y a une diffusion est sensible à ça, est sensible comme dans les AVC. Ça, les neurones vont gonfler, etc. Je dis donc peut-être qu'il y aura une diffusion toute seule permet de voir l'activité cérébrale. J'ai essayé, super, ça a marché. Donc d'abord à Orsay et ensuite au Japon. Ça a super marché. Alors là, par contre, j'ai été assez attaqué, faut reconnaître, par des gens visiblement en particulier de Boston, qui voyaient de très mauvais œil une nouvelle méthode qui pouvait supplanter ce qu'eux avaient développé. J'ai l'impression que c'est ça, parce que franchement, les articles qui ont été publiés pour dire non, ça marche pas. En plus, derrière, on a tout remontré. On a montré que si on enlevait le couplage neurovasculaire sur des modèles animaux, il n'y avait plus de réponse IRM à la Ogawa. Il n'y avait plus rien, ce qui est normal. Par contre, ma méthode, elle marche toujours. Donc, voilà. Bon, maintenant, il y a quand même un regain d'intérêt pour ça. Mais bon, peu importe. Donc, effectivement, la recherche, c'est avoir des idées que tout le monde peut avoir. Simplement, il faut piquer le truc quand ça vous passe devant. Il faut l'implémenter, le tester, le valider, le défendre. Ça prend des années, 10 ans. Il y a une diffusion, en gros, il y a eu 10 ans. Entre mon invention et le fait que ça devienne clinique, 10 ans. L'IVIM, c'est 20 ans. Vous voyez, le DTI, c'est 15 ans. Voyez, donc, voilà. Alors, pour revenir aux planètes, je suis toujours au milieu de physique et biologie. Donc là, j'ai été encore plus loin. L'IVIM, donc c'est le mouvement pseudo-diffusion du sang dans les capillaires. Mais je me suis dit, autant aller plus loin. Pourquoi est-ce que les potentiels d'action qu'on a dans le cerveau, donc qui circulent le long des axones, en gros, on pourrait considérer que c'est un mouvement de pseudo-diffusion aussi. Et hop, Einstein à nouveau. Et là, la vision, c'est que il y a un petit problème, c'est que la vitesse de propagation des influx nerveux dans les axones a une limite. C'est pas n'importe quoi. En diffusion, donc c'est plus compliqué. Je vais revoir les articles d'Einstein. Alors celui sur la diffusion, je le connaissais par cœur. Et là, je dis bon sang, il n'a pas vu que il a publié l'article de la relativité un mois après. Il n'a pas vu que ces deux articles-là étaient complètement incompatibles. L'article sur la relativité, qui est basé sur le fait qu'il y a une vitesse limite dans l'univers, la vitesse de la lumière, de là par l'espace-temps égale MC2 et tout le reste, fait que son article sur la diffusion n'est pas vraiment valable, puisqu'il ne tient pas compte de cette vitesse limite. Donc j'ai refait tous les calculs, et je suis arrivé à ce modèle donc, de relativiste du connectome, qui donc montre qu'il y a un espace-temps cérébral, il y a un espace-temps dans le connectome, et en gros, on ne va pas développer tout ça parce que ça nous entraînerait trop loin, mais la conscience, c'est la gravité, quoi. Voilà. La conscience, c'est comme la gravité, pour résumer. Donc il y a des courbures, etc. Et ça a des implications tout de suite en psychiatrie. Pourquoi les schizophrènes entendent des voix, parce qu'il y a des renversements du temps dans le cerveau de ces gens-là. C'est grâce au DTI qu'on sait tout ça. C'est parce qu'elle n'arrive pas au bon moment, etc. Les autistes, c'est pareil. Voilà, donc ça permet d'avoir... Et là, on peut donc recourber l'espace-temps son espoir chez des patients. Un jour, on l'a déjà fait chez le rat, donc des rats anesthésiés qui sont inconscients, donc en stimulant une région bien particulière du cerveau, dans le thalamus, le rat se réveille instantanément, il est toujours assis, donc on le recable, on le reconnecte, et là, mes collègues à Neurospin l'année dernière ont montré la même chose chez le singe, et chez le macaque, et là vraiment, les macaques deviennent conscients, ils sont toujours anesthésiés, mais on peut le prouver là. Donc un jour, j'espère qu'on va pouvoir faire ça chez l'homme, réveiller des gens qui sont en état neurovégétatif. En utilisant ce facteur temps en stimulant des régions bien particulières du cerveau qui vont effectivement reconnecter dans le temps voilà, les régions cérébrales. Voilà, bon, enfin c'est mon livre, hein, l'erreur d'Einstein, c'est ça dont ça parle. Voilà, donc je suis toujours très actif sur
ce genre de choses. Donc, vous avez encore des rêves et des... Oui. Donc, pour répondre à votre question, mon objectif avec cet aimant à 11,7 Tesla, alors donc quand on a développé le projet, c'est comprendre la maladie d'Alzheimer, c'est voir les plaques, voir le cerveau malade à une plus grande résolution. Mais moi, c'est surtout l'espace-temps maintenant, c'est de pouvoir avoir une précision suffisante dans le temps et dans l'espace. Donc en gros, parfois je dis, on a dépensé beaucoup d'argent pour avoir un bon rapport signal sur bruit, des jetons qu'on va pouvoir échanger, soit pour avoir une très bonne résolution spatiale, du genre du dixième de millimètre, pour voir donc ces connexions, soit, mais c'est pas les deux en même temps malheureusement, une très bonne résolution temporelle de l'ordre de 100 millisecondes, donc dixième de seconde, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, non seulement parce que les machines ne sont pas capables de le faire, mais la méthode de Gawa, on sait que la réponse vasculaire, le couplage neurovasculaire prend du temps. Il y a plus d'une seconde d'écart entre le moment où il se passe quelque chose dans le cerveau et le moment où... Donc ça ne suffit pas. Alors que ma méthode d'IRM de diffusion fonctionnelle va permettre de le faire. Donc mon objectif c'est ça, c'est d'arriver à utiliser cette machine, si je ne suis pas à la retraite avant, pour explorer ce concept d'espace-temps du connectome. Il y a autre chose qu'on aurait aimé aborder avec vous. Vous avez une relation très spéciale avec le Japon. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus l'histoire particulière que vous avez avec ce pays ? Oui, c'est compliqué, ça prendrait beaucoup de temps. En gros, en 92, donc j'étais au NIH, j'étais invité par le Japon pour faire une conférence. J'y suis allé, en particulier à Kyoto, et je suis tombé amoureux, quoi. J'ai eu le coup de foudre, tac, aussitôt. Je dis, autant en 85, quand j'étais venu aux États-Unis, j'avais le coup de foudre et je suis venu aux États-Unis. Au Japon, même chose. Mais là, c'est... Voilà, donc je suis rentré au NIH et au NIH, ils avaient des cours pour $100 l'année, c'est vrai. Donc, des cours de tout, cuisine, machin, et cours de japonais par une japonaise. Alors, je me suis inscrit au cours japonais au mois de janvier. Elle m'a dit, vous savez, le problème, c'est que les étudiants ont commencé au mois d'octobre, donc ça va être difficile. Je dis, bon, d'accord. J'ai appris tout seul ce que je devais apprendre, et 15 jours après, j'étais au niveau des autres. Donc, tac, avait appris. Mais dans le coup, j'ai continué sur ma lancée. Et au bout de 2 mois, elle m'a dit, mais vous avez le niveau quelqu'un de deuxième année. Je devrais être en deuxième année. Je dis, mettez-moi en deuxième année. Et voilà. Donc au bout de 2 ans, je dis pas que j'étais loin de parler couramment, mais je me débrouillais très très bien en japonais, quoi. Voilà. Donc après, j'y suis allé tous les ans. Jusqu'en 2005, l'université de Kyoto me propose un poste... alors, pas un poste d'employé, pas comme au NIH, c'est un poste de visiting professeur, c'est-à-dire je reste CEA, mais via un accord avec le CEA, MOU comme on appelle. Donc, je peux passer du temps à Kyoto pour développer des projets en collaboration. Donc voilà, depuis 2005, je suis professeur à l'université de Kyoto. Voilà. Et vous y allez régulièrement ? Et j'y vais régulièrement, j'y passe... pas mal de temps, effectivement. Oui. Et donc là-bas, ça m'a permis de continuer à travailler sur le cerveau. Donc c'est là que cette foutue méthode d'IRM fonctionnelle de diffusion vraiment s'est épanouie. Parce que j'avais du temps, quoi. Donc j'ai développé tout ça là-bas. Et en échange, il y a une dizaine de chercheurs japonais, alors des étudiants, des thésards, des postdocs qui sont venus à Neuroswin pour se former avec moi. Donc c'est vraiment un échange, voilà. Et en particulier, il y a une des japonaises qui s'appelle le docteur Ima, un radiologue, qui est venu donc apprendre la diffusion avec moi alors, sur son cerveau. Mais son intérêt, c'est la cancérologie. Et donc on a développé ensemble toute une thématique autour de l'IRM de diffusion pour le cancer du sein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est utilisé aussi dans le monde entier. On a publié derrière moi un bouquin sur le sein. On a créé, dans le cadre de la Société européenne d'imagerie du sein, un groupe de réflexion avec elle. Donc il y a 16 pays représentés. Donc j'en étais le président là. Donc on travaille sur la manière de développer l'IRM de diffusion. Alors, l'intérêt, c'est qu'on n'injecte rien. Voilà. Et mon objectif, donc ça fait pas mal de temps maintenant que j'y réfléchis, autant j'ai fait l'aimant le plus haut champ au monde, pour l'homme, aujourd'hui c'est le numéro 1, et là je suis en train de descendre vers les bas champs. L'idée, c'est de remplacer la mammographie par un système de dépistage par IRM à bas champ, donc une petite machine IRM portable, pas grande, pas plus grande, plus petite qu'un système de mammographie, voilà, pour faire du dépistage. Donc on sait que la mammographie aujourd'hui c'est bien, mais c'est pas génial.
D'abord parce que ça irradie, deuxièmement parce que ça écrase les seins, et surtout parce que ça fait des diagnostics, ça passe à côté de cancer, et ça fait surtout aussi croire à des cancers qui ne sont pas des cancers, donc des femmes qui sont biopsies pour rien, voire carrément mastectomie pour rien, c'est à ce niveau-là. Donc l'IRM, on sait aujourd'hui, est largement meilleur, largement, mais trop cher, beaucoup trop cher pour faire du dépistage de masse, et il n'y a pas assez de machines. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une petite machine, pas chère, de routine, pour remplacer la mammographie. Voilà. Donc j'ai demandé encore à mes collègues là, mais ils m'ont dit bon, écoute, on a déjà donné un petit peu, là, ça suffit. Là, bon. Bref, ils sont pas chauds, mais je suis breton, hein, donc. Donc vous allez y arriver. On va y arriver, voilà. Au vu de votre production scientifique, qui est vraiment considérable au fil de toutes ces années, c'est évident que vous travaillez beaucoup. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour entretenir votre productivité? Est-ce que vous avez des passions qui vous ont aidé? Vous avez parlé de la musique. Alors j'ai déjà ma famille, parce que si vous avez une famille qui comprend pas ce que vous faites ou qui vous supporte pas, c'est quand même nettement plus difficile. Donc c'est important d'avoir un soutien familial, voilà. Et effectivement, j'ai des passions, mais il faut voir que quand on fait ce genre de travail, j'ai du mal à faire passer ce genre de message, même dans ma famille, c'est que je travaille pas, quoi. Je fais mon hobby, là. J'ai pas l'impression de travailler, moi. Vous voyez, je fais ce qui m'amuse. Alors c'est pas vraiment question de s'amuser, mais ce que je fais, c'est mon hobby. Ben, c'est vrai, j'en ai plein d'autres. J'ai la météo, donc je dis, j'ai commencé gamin. Là, pendant 16 ans, j'ai eu un site web de prévision météo pour la région parisienne qui était bien meilleur que Météo France. Bon, après... Ah oui, c'est pas des petits projets. Ah non, mais là, quand il y a eu une tempête de neige, il y a 3000 personnes qui se sont retrouvées coincées là, sur la F118. Moi, j'avais dit à mes collègues, attention, là, il va se passer, foutez le camp à 4 heures. Je peux vous dire que ici, voilà, donc la météo, c'est sérieux, ouais, c'est très très sérieux. Donc j'ai arrêté parce que j'avais plus assez de temps, ça prenait quand même une demi-heure tous les soirs, hein, faire les calculs, avec des modèles un peu originaux quand même. Mais vous avez fait ça pendant 16 ans? Oui, 16 ans. Ouais, j'ai arrêté en 2016, ouais, pendant 16 ans. Quand j'étais gamin, en plus de tout le reste. Ouais, quand j'étais gamin encore au lycée, je faisais un bulletin météo que je tapais avec un doigt sur une machine à écrire et que je mettais que je postais devant la grille de la maison de mes parents. Vous voyez, donc tous les jours, il y avait le bulletin météo. Voilà. Après, j'ai arrêté aux États-Unis, etc. Bon, j'avais plus le temps. Et puis là, en France, donc j'ai refait un bulletin. Donc maintenant, il est plus à jour, mais le site web existe toujours. Hein, c'est météoservice.com. Vous êtes nourri par votre passion. Ah oui. Donc, il y a des idées que j'ai pour l'IRM, pour le cerveau, qui viennent de la météo. Hein. Je ne dirais pas trop comment, parce qu'on va me trouver complètement cinglé, mais oui. Et réciproquement. Donc, il y a vraiment des passerelles. Bon, je suis pianiste aussi, donc je joue beaucoup de piano. Là, je vais faire une conférence au mois d'octobre sur le cerveau musicien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on écoute de la musique, quand on joue de la musique, quand on compose de la musique? C'est très intéressant. Il y a plein de choses que nos images montrent. Hein. Donc, l'hybrène de diffusion, entre autres, etc. Donc, vous voyez, c'est mélangé, quoi. C'est pas il y a mon travail et puis il y a mes loisirs. Non, c'est pour moi, il n'y a pas de frontières, quoi. Voilà. Donc ça ennuie un peu ma famille quand même. Bon, j'arrête pas, quoi. Ouais, c'est comme ça. Si vous deviez retenir qu'un seul souvenir dans votre vie professionnelle, vous êtes dur là. Meilleur. Là, vous êtes très très dur parce que un souvenir, c'est quand même pas facile. Mais c'est sûr que mes années au NIH, j'en garde très bons souvenirs. Peut-être que la première fois où j'ai utilisé l'IRM de diffusion et que j'ai vu ce que ça donnait sur le cerveau, vous croyez avoir inventé quelque chose de bien, forcément quand vous avez inventé quelque chose, voilà. Et quand vous voyez le résultat, tout de suite là, le premier que vous passez, et je rappellerai mes collègues radiologues qui étaient là, mais c'est quoi ça? Je dis c'est une nouvelle méthode. Mais on voyait des trucs mais extraordinaires. En plus j'étais gamin, quoi, j'avais 26 ans. Donc ça a dû être très fort. C'est très fort, ouais. Voilà. Bon, après, il y a aussi les prix. Hein. Donc, le prix Honda au Japon, les cérémonies de remise des prix, je peux vous dire, c'est quelque chose. Hein. C'est émouvant. Hein. Ouais. Et puis j'ai eu le prix Louis D aussi à l'Académie des sciences. Pareil, il y avait la ministre. C'est émouvant de voir que votre travail il est quand même apprécié, quoi. C'est reconnu. Bah oui.
Une rencontre qui a été particulièrement déterminante pour vous, que vous pourriez citer? Ah ben, il y en a eu plein, hein, mais je pense que la première, c'est certainement Monsieur Dumont, donc la météo, que j'ai rencontré quand j'avais 12 ou 13 ans, et voilà, c'est ça, et qui m'a donc mis les pieds à l'étrier pour apprendre la physique et les maths avec, quoi. Alors donc, que vous étiez tout jeune? Ah oui, j'avais 13 ans, quoi, c'est ça. Donc c'est ça qui m'a fait découvrir la physique. Donc je prenais les bouquins à l'école, au lycée, donc on achetait les livres de physique. Ma mère achetait, pour que ce soit moins cher, je dis pas Giberjeune, un truc comme ça, une cope, là. Donc elle a acheté les livres scolaires de l'année, en juillet-août, pour l'année avant. Et donc les bouquins de physique, je les lisais pendant mes vacances, je faisais tous les exercices. En septembre, j'avais fini le bouquin entier, je sais pas, tous les exercices. Vous voyez, arrivé après... alors, le deuxième... Vous occupez le restant du temps. Justement, le premier prof de physique en seconde, M. Gendreau, c'était un plaisir. Il avait vu ça, donc il me faisait parfois remplacer pour faire ses cours. Mais vous voyez, c'était... Et puis donc, j'ai inventé un autre truc. Bon, j'ai inventé des petits appareils à l'époque. Il m'a encouragé, vous pouvez pas savoir. Ça a été vraiment... Donc certes, vous avez été très têtu, mais vous êtes aussi tombé sur des gens bienveillants qui vous ont poussé. Voilà. Et ensuite, il y a eu Desgeorges, donc mon patron de neurochirurgie, qui j'ai dit, je ferai pas neurochirurgien, qui m'a dit, ouf, c'est mieux comme ça, on peut mal le prendre, hein, mais non, au contraire. Et puis il y a eu Marie-Germaine Bousser, donc cette femme qui je connais, qui est toujours là, hein, qui neurologue. Parce que j'avais oublié de choisir mon stage, m'a envoyé chez le professeur Cabanis et chez le professeur Sirota. Et donc, scanner, TEP, IRM, et tout est parti de là, quoi. Tout est parti de là. Donc voilà. Si vous pouviez revenir dans le temps, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui au jeune Denis Le Bihan? Le conseil, c'est d'écouter la chance, d'être curieux, à l'affût, voilà, de plein de choses qui se passent. Il y a des tas de choses qui se passent en permanence, mais on les zappe, on les voit pas. Et donc il faut être capable. Je vais vous donner un exemple, entre parenthèses, vous pourrez le couper. Hein, voilà. J'ai présenté en conférence une image, donc conférence sur le cerveau à des gens très bien, à haut niveau. Donc c'est une image où on voit un avion. Visiblement canadien, un gros avion, des militaires, avec des sacs à dos et tout ça. Et en fait, c'est deux images qui alternent. Mais en fait, c'est la même, il y a une différence entre les deux. Et puis, je demande aux gens, je dis voilà, en fait, ces deux images qui alternent, il y a une différence. Si vous voyez cette différence, vous levez la main, mais vous dites rien. Il se passe une minute et demie, rien. Puis après, comment ça se fait, voilà. J'ai présenté un état-major d'armée. C'est un avion militaire. Hein. La différence, c'est que donc l'avion, on voit l'aile de l'avion qui occupe tout ça sur l'image. Il y a un réacteur ou il n'y a pas le réacteur. C'est le réacteur qui est là ou qui n'est pas là. Le réacteur lui-même de l'avion. Personne ne voit. Vous vous rendez compte? Ma fille, qui était au lycée à Paris, là, à côté de Saint-Germain, m'a demandé, enfin ses profs, quand elle était en CM1, CM2, je peux faire un exposé pour les gamins. Donc je suis allé exposer pour les gamins, je leur remonte ça. Quand vous voyez les trucs, les gamins tous immédiatement ils ont levé la main. Vous voyez, c'est... Quelque part, il faut garder son regard. Eh ben voilà, donc les adultes, on est biaisés, c'est-à-dire qu'on filtre. Les enfants, ils filtrent beaucoup moins. Ils analysent tout. Ils prennent tout pour argent comptant. Il faut faire attention parce que, comme j'avais dit, l'IRM, vous voyez, il n'y a pas d'effet. Bon, d'accord, j'ai moins de cheveux. Je dis, voilà. Mais c'était une blague. Le nombre de parents qui m'ont appelé le soir en disant, il paraît que l'IRM fait perdre les cheveux. Enfin, donc, il ne faut pas blaguer avec les enfants. Voilà. Il ne faut pas les tromper. Il faut dire des choses. Voilà. Mais vous voyez, être chercheur, c'est garder ça. C'est garder pourquoi le ciel est bleu. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi quand le soleil est rouge au coucher, il va faire beau. Là, pas plus tard qu'il y a un mois, il y a un de mes collègues qui a mis sur Facebook, le soleil est très rouge ce soir, c'est anormal, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais ça veut dire qu'il va faire beau demain. Voilà. Les gens ne savent toujours pas. Je suis sûr que vous ne le saviez pas d'ailleurs. Non, vous voyez. Mais on sait pourquoi. On sait physiquement l'expliquer. C'est ça. Moi, c'est pas que le soleil soit rouge, c'est dans la Maniaque Vermont de mon grand-père. Mais c'est surtout que pourquoi
Et pourquoi quand les hirondelles vont de bas, pourquoi est-ce que... Ça aussi, on sait l'expliquer. La faculté de se poser la voilà, question il faut se poser la question pourquoi ci, pourquoi ça, et après vous tirez, c'est comme le fil et il y a tout. Il faut tirer le fil, la relativité dans le cerveau d'Einstein. Moi, je suis parti du fait qu'il s'est planté dans ses... C'est pas pour ça l'erreur d'Einstein. L'erreur d'Einstein, c'est qu'il lui a dit qu'il avait fait une erreur, et je montre dans le livre que non seulement c'est pas une erreur, mais c'est un truc majeur, quoi. C'est l'énergie noire et la conscience. Donc voilà. Donc il faut... donc Einstein, il racontait que il se mettait il s'imaginait chevaucher sur un photon, et des choses comme ça, quoi. Donc moi, pour la diffusion, j'imagine, je suis une molécule d'eau, je me balade, qu'est-ce que je vois, il y a des cellules. Il faut se mettre, voilà, il faut un esprit en fond, il faut le garder. Si on est blasé, biaisé, etc., on fait des choses, je dis pas le contraire, mais pas des choses énormes qui révolutionnent les choses. Voilà, il faut se reposer, il faut se remettre en question tout le temps. Voilà. Garder son esprit d'enfant, c'est voilà. ça le Et puis être breton, têtu, obstiné. Aux jeunes radiologues aujourd'hui. Voilà. Alors, ouais, c'est ça. Si vous voulez faire de la recherche, il faut mettre le prix. Donc, je vois malheureusement certains de mes collègues radiologues établis, quoi, qui veulent faire de la recherche, mais qui s'en donnent pas les moyens, ou plus exactement, à qui on ne donne pas les moyens, parce que bon, on crève sous la charge clinique, faut pas, voilà. Donc faire de la recherche, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Tiens, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas ça. Donc, si on veut faire de la recherche à un bon niveau, il faut s'en donner les moyens. Ça veut dire avoir une formation. Donc il faut se former. Bon, moi j'ai fait une étude de physique, mais on n'est pas obligé de faire tout ça. Il faut faire d'autres choses. Il faut se donner une formation différente de façon à s'ouvrir l'esprit. Et puis surtout, il faut donner du temps. C'est-à-dire il faut consacrer 1 ou 2 jours complets par semaine à une activité de recherche. Si possible, pas dans le service de radio où on est, quoi. Si possible ailleurs, pour pouvoir s'évader. Voilà. S'immerger dans un autre bocal. C'est ça. C'est quasiment impossible pour la plupart des radiologues, même qui veulent faire de la recherche. Bon, donc au pire, on peut faire de la recherche clinique dans son service, mais c'est pas aussi... Je vois bien pour le sein, les collaborations, et c'est pour ça qu'au Japon, c'est plus facile, parce qu'ils ont plus de monde, et ils peuvent... Encore que, ça dépend où, mais on peut arriver à faire des choses... alors que mes collègues français sont souvent englués dans leur activité quotidienne, et c'est dommage. Ils sont motivés, intéressés, mais ils n'ont pas assez de temps, quoi. Ils n'ont pas assez de temps. Donc, alors peut-être, je vais peut-être dire quelque chose qui va fâcher là. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir plus de temps, de dégager du temps pour faire de la recherche. Mais bon, voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur l'idée que l'intelligence artificielle, il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Automatiser les tâches les moins gratifiantes intellectuellement. Oui, c'est ça. Si sur 100 malades cancer du sein, vous en avez 90 qui posent aucun problème, mais analysés par une machine et vous vous concentrez plus que sur 10, ça faut gagner du temps quand même. Je sais pas, mais... On en revient au temps. Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être le mot de la fin. Très bien. Oui, non, mais c'est bon. J'espère que vous n'êtes pas trop assommé avec tout ça. Voilà. Denis Le Bihan, merci infiniment pour votre temps et votre invitation à Neurospin. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'espère que si je peux inspirer quelques-uns de nos radiologues juniors, j'en serai extrêmement heureux. J'en suis sûre. Merci beaucoup. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.